Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 13 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les premiers concurrents de la Mini Transat arrivent devant le Memorial Act. Frédéric Denis, grand vainqueur de cette 20e édition. Nathalie Kosciusko-Morizet en campagne aux côtés de Laurent Bernier pour affirmer la solidarité des Républicains au maire de Saint-François. Les joueurs de l'Étoile rassemblés et concentrés 24 heures avant d'affronter l'UJA Maccabi au 7e tour de la Coupe de France. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, arrêtons-nous quelques instants sur ce drame qui est en train de se produire à Paris. Plusieurs fusillades ont éclaté dans le 10e arrondissement, mais aussi aux abords du Stade de France où se jouait le match France-Allemagne. Une prise d'otage est également en cours au Bataclan. Selon la préfecture de police, le dernier bilan fait état d'une 40aine de morts. Certains médias nationaux annoncent un bilan beaucoup plus lourd. Des chiffres à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Notez qu'un conseil exceptionnel des ministres doit se tenir dans les prochaines minutes. Le plan Rouge Alpha prévu en cas de multi-attentat vient d'être déclenché par François Hollande. Retour en Guadeloupe, on va parler politique. La numéro 2 du parti Les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet, est arrivée dans notre département cet après-midi. Une visite de 2 jours pour soutenir le candidat guadeloupéen Les Républicains, Laurent Bernier, aux prochaines élections régionales. Anne-Elisabeth Artsen était sur place. Nathalie Kosciusko-Morizet aux côtés de Laurent Bernier. La vice-présidente déléguée des Républicains a choisi son camp, tandis que Marie-Luce Panchard, républicaine, apporte quant à elle son soutien à Harry Chalus. De Laurent, l'objet de mon séjour, c'est d'abord de le soutenir avec l'ensemble de ses colistiers pour les élections régionales. Je pense que ces élections régionales, c'est vraiment très important. Dans un contexte politique particulier, le candidat républicain compte sur le soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est dire que ta présence, d'une part, n'est pas neutre. C'est une élection qui va mobiliser. Voilà, on l'espère. C'est vraiment l'enjeu. L'ancienne ministre fera campagne avec Laurent Bernier durant 2 jours, entre meetings et rencontres avec les socioprofessionnels. Et juste après son arrivée, Nathalie Kosciusko-Morizet nous a accordé un entretien. Elle est interrogée par Jean-Luc Icard. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Alors pourquoi êtes-vous de nouveau aux Antilles et en Guadeloupe en particulier, alors que les régionales, elles, sont particulièrement importantes en France hexagonale? Les régionales sont importantes partout et je suis en Guadeloupe aujourd'hui, demain en Martinique, d'abord pour soutenir nos candidats pour les élections de décembre. On a des beaux candidats en Guadeloupe derrière Laurent Bernier, on a une belle liste. Et ils m'ont proposé de venir faire un meeting avec eux. J'ai accepté tout de suite parce que je suis convaincue que cette élection est importante et qu'il faut qu'on réussisse à mettre un coup de projecteur dessus, qu'on réussisse à mobiliser les électeurs, à partager la conviction que les choses peuvent changer et que cette élection peut être l'occasion. Et puis, je m'occupe de certains dossiers qui intéressent les Antilles, et donc c'est l'occasion aussi d'en parler, de faire avancer les choses. Alors, vous avez quand même examiné le contexte dans lequel Laurent Bernier se présente, et vous avez compris qu'il y avait un duel annoncé entre 2 candidats, le président sortant de la région, M. Lurel, que vous connaissez, ancien ministre, M. Chalus, pour ne pas le nommer, qui est son challenger. Est-ce que vous avez été choqué par la position de votre ex-collègue du gouvernement, Mme Marie-Luce Panchard? Écoutez, moi je préfère quand les choses sont le plus claires possible. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des Guadeloupéens, c'est que ma famille politique dise clairement, voilà, on a un candidat. Elle n'est pas unie, là, votre famille politique en Guadeloupe? Ma famille politique, au sens de la commission d'investiture, la direction du parti, dit clairement les choses. Il y a quelques voix discordantes, mais si vous voulez, ma famille politique dit clairement qu'on est derrière un candidat qui est Laurent Bernier et qu'on a envie que les choses changent en Guadeloupe. Parce que, et je le dis à l'attention notamment de tous ceux qui hésiteraient à aller voter au mois de décembre, qui ne verraient pas l'intérêt, est-ce que vous êtes satisfait de la situation ? Est-ce que vous trouvez que tout va bien? Est-ce que vous trouvez que c'est formidable? Il n'y a pas de problème d'activité économique, il n'y a pas de problème de chômage, il n'y a pas de problème de sécurité, il y a des problèmes de rien. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'aller voter. Mais je pense qu'il y a une majorité de gens qui Est-ce que Mme Panchard, ce sera ma dernière question sur ce sujet-là, est-ce que Mme Panchard doit être exclue des Républicains?
Écoutez, moi je connais bien Marie-Luce et je ne suis pas là pour appeler à l'exclusion des uns ou des autres. J'ai été collègue avec elle au gouvernement. Je souhaite plutôt qu'à un moment les choses s'aplanissent et que tout le monde réussisse à nouveau à travailler ensemble. Si j'avais un souhait vraiment, ce serait celui-là. Mais je le dis, je pense que c'est important que ma famille politique ait un candidat dans cette élection. Ce candidat, c'est Laurent Bernier. Je suis venue pour le soutenir. Je fais un meeting avec lui ce soir. Et j'espère pour la suite que tout le monde réussira à se mettre ensemble. Le Premier ministre Manuel Valls vient de faire éclater ce qu'on peut appeler une bombe politique en appelant à la fusion des listes droite-gauche. Quelle est votre position par rapport à ça ? Bon, moi, j'ai toujours eu une position très nette sur ces questions et je ne suis pas de ceux qui renvoient dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Pour moi, c'est important, c'est vraiment important qu'aucune région ne bascule au Front National. C'est important au niveau national, c'est important aussi pour ces régions-là, parce que ce serait probablement une grande catastrophe locale, en plus que d'une catastrophe nationale. Ça veut dire que vous approuvez cette idée ? Non, parce que la question que je me pose, c'est quel est le meilleur moyen pour éviter la bascule. Je ne pense pas que la fusion soit une bonne solution. Je pense que la fusion, ça crée de la confusion, et que la confusion, ça alimente le Front National. Par le passé... Vous êtes simplement pour le désistement de la droite ou de la gauche ? Oui, par le passé, c'est toujours ça qui s'est passé, si vous voulez, par le passé. Il y a déjà eu des cas de figure de ce genre-là. Alors, ce n'était pas avec des Fronts National aussi hauts, mais il y a déjà eu des occasions où la question s'est posée. Et à chaque fois, en fait, ce qui se faisait, c'était, si on était d'accord pour considérer qu'il y avait une priorité qui était d'éviter que ce soit le Front National, c'était en fait un désistement de celui qui était le moins bien placé en faveur d'un candidat qui n'est pas le sien, mais dont on considère qu'il est... moins nocif, en quelque sorte, que celui du Front National. C'est toujours comme ça qu'on a fait, et je pense que c'est plus clair pour les électeurs, parce que la fusion alimente la confusion, et la confusion alimente le Front National. Dernière question sur les Outre-mer. Est-ce que vous êtes devenue la ministre des Outre-mer au sein des Républicains ? Non, d'aucune manière. On a l'impression que vous avez préempté le sujet Outre-mer. Non, on a en la personne de Daniel Gibbs, qui est un ami, quelqu'un qui fait un boulot formidable au niveau parlementaire. Moi, j'essaye tout simplement de lui donner un coup de main, et en particulier pour les Antilles, où on a des parlementaires de gauche qui ne se bougent pas beaucoup. Bon, et puis il se trouve que j'ai été ministre de l'écologie, et je me suis beaucoup intéressée à une problématique qui est celle des sargasses, qui concerne les Antilles. Donc, c'est vrai que voilà, comme ministre de l'écologie, je m'étais occupée des algues vertes en Bretagne. Ça n'a rien à voir. Les algues vertes en Bretagne... J'allais vous le dire. Oui, les algues vertes en Bretagne, c'était lié à tout ce qui était produits chimiques dans l'environnement. Là, c'est probablement lié au changement climatique. Mais ça a un point commun. C'est une dévastation en termes environnementaux et économiques. Donc l'origine n'est pas la même, mais je sais ce que c'est comme dévastation environnementale et économique. Alors ça, c'est une manière de dire « je suis en faveur de la déclaration de catastrophe naturelle ». Ah mais je ne sais pas une manière de dire, je le dis clairement. Je l'ai dit au mois de juillet quand je suis allée en Martinique, je le redis. Moi, je pense qu'il faut 3 choses. Il faut d'abord plus d'aide pour les communes, parce qu'on a parfois des petites communes qui ne peuvent pas faire face au coût simplement d'urgence d'enlèvement des algues. Et quand j'ai protesté de ça au mois de juillet, le gouvernement a fini par bouger, il a fait une petite rallonge. À mon avis, c'est pas assez, mais il y a eu un petit peu plus. Il faut l'état de catastrophe naturelle. C'est pas normal qu'il n'y ait pas l'état de catastrophe naturelle. Et puis il y a une troisième chose qu'il faut, dont on parle trop peu, et qui serait vraiment simple, c'est de mettre les sargasses dans le décret du mois de juin 2015. C'est un décret tout récent qui fait la liste des calamités liées au changement climatique, et qui donne droit à certaines indemnisations. Je ne comprends pas pourquoi les sargasses ne sont pas dans ce décret. Alors, on pouvait penser au début que c'était un oubli. On pouvait penser que c'était un oubli. Donc, en juillet, j'ai demandé à ce que ce soit fait, mais là, on est en novembre, et le décret n'a toujours pas été modifié. On est à 1 mois de la COP21 à Paris, la conférence sur la lutte contre le changement climatique. Il faut absolument que les sargasses soient dans ce décret. Puis, dernière chose en un mot, je me bats aussi sur la question des coûts salariaux. Dans le domaine de l'hôtellerie, j'ai déposé un amendement avec un certain nombre de collègues pour que le crédit d'impôt sur l'hôtellerie soit porté de 9 à 18%, parce qu'on a des coûts salariaux qui sont trop élevés, et l'hôtellerie est confrontée à la concurrence des autres îles qui n'ont pas les mêmes coûts salariaux, et c'est vraiment important pour l'emploi qu'on puisse porter ce secteur-là. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet, future ministre des Outre-mer d'ici quelques temps. Je crois pas, mais je serai de toute façon toujours très motivée parce que je trouve que c'est une part de France où le cœur bat très fort. Merci Madame Kosciusko-Morizet, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alizé. Merci à vous.
Voilà, un entretien enregistré avant ce journal puisque Nathalie Kosciusko-Morizet est en ce moment au Palais des Sports du Gosier pour un meeting aux côtés du candidat républicain Laurent Bernier. Les médecins libéraux en grève illimitée depuis ce matin. Ils protestent contre la généralisation du tiers payant prévu dans la loi de santé qui doit être examinée à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Un mouvement qui est relayé en Guadeloupe, qui doit se poursuivre d'ailleurs tout le week-end. Selon les syndicats, si la loi de la ministre de la Santé est votée, elle aurait plusieurs conséquences. Éric Pommier a rencontré le docteur Nadia Rugard, présidente du syndicat des médecins unifiés de Guadeloupe. Nous, sur le terrain, nous disons non à sa loi, qui n'est pas une loi adaptée au terrain, qui ne va en aucune façon aider notre population qui est en souffrance, tant financière que psychologiquement. C'est mettre à mal, bien sûr, la profession, c'est rendre encore plus difficile l'accès aux soins parce que les patients ne s'y retrouveront absolument pas. C'est faire la part belle aux mutuelles qui, elles, n'ont d'intérêt finalement qu'au niveau financier. Ce qui les intéresse, ce n'est pas leur déontologie, c'est pas la qualité des soins, c'est en fait le revenu qui va découler de ces soins, Pour pouvoir techniquement en plus arriver à faire le tiers payant généralisé avec les mutuelles. Financièrement, il va falloir des arrangements techniques excessivement onéreux. Et qui va payer la note ? Eh bien, ce seront les adhérents. La solution idéale, ce serait déjà d'améliorer ce qui existe. Il existe le tiers payant social, il n'est pas correctement utilisé. Donc, nous maintenons notre mouvement de grève. L'État sera chargé d'assurer un service minimum et nous espérons qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour tout un chacun. Au chapitre de l'emploi, les jeunes de 16 à 25 ans avaient rendez-vous aujourd'hui au WTC de Jarry pour leur avenir professionnel. Il s'agissait de la 8e édition du village régional de l'emploi et de la formation des jeunes. Au programme orientation, formation, mais aussi job dating. Le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grel. Kessie, 21 ans, titulaire d'un BTS B3S, est venue afin de trouver une formation ou un emploi. Le village propose 130 exposants et 600 offres destinées aux jeunes entre 16 et 25 ans. J'ai vu qu'il y avait des offres en tant que GRH, pour travailler dans les assurances également. Donc c'est dans le domaine qui me plaît actuellement avec les soucis d'emploi, le manque d'emploi. Les jeunes sont vraiment à l'affût et ce serait vraiment un avantage pour nous en Guadeloupe de faire cette journée et surtout régulièrement. Organisé par la mission locale, le village consiste à rapprocher des demandeurs d'emploi, les employeurs ainsi que des organismes de formation. La mission locale, vous savez bien sûr que c'est la structure d'insertion des jeunes de 16 à 25 ans. Elle travaille très fortement en proximité avec les partenaires et je peux vous dire simplement que depuis 3 ans, le chômage des jeunes diminue, même si c'est encore insuffisant. En 2014, c'est moins 4%. Ça veut dire qu'un travail en profondeur se fait, que nous avons maintenant la certitude que nous sommes sur le bon chemin. 60% des jeunes entre 16 et 25 ans sont au chômage en Guadeloupe, mais une baisse de 4% en 2014 a été observée. Le village est l'occasion pour des centaines de jeunes de s'armer d'outils efficaces afin de se présenter à leur futur employeur dans de meilleures conditions. Prévenir l'illettrisme en Guadeloupe, c'était le thème d'une journée d'action organisée par l'Académie de Guadeloupe. Des réflexions ont été engagées pour la prise en charge, l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des élèves. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le taux d'illettrisme est plus important qu'en métropole. L'occasion pour nous de faire le point avec Richard Scott-Tamar. Le taux d'illettrisme chez les personnes de 16 à 65 ans dans les DOM-TOM est de 14% en Martinique, 20% en Guyane, 22,6% à La Réunion et 25% en Guadeloupe. Ce taux en France métropolitaine est de 7%. Depuis 2013, une convention lie le ministère des Outre-mer et l'Agence nationale contre l'illettrisme. Celle-ci établit un taux d'illettrisme chez les jeunes de 18 à 25 ans. Ce chiffre est collecté lors des journées défense et citoyenneté. En Guadeloupe,
Le taux d'illettrisme chez les jeunes de 18 à 25 ans est de 16,1%, il est de 16,3% en Martinique et de 27,2% en Guyane. La Convention attribue chaque année une enveloppe de 45 000 € à l'Agence pour son travail. Le rectorat de Guadeloupe, de son côté, a mis en place un plan de lutte contre l'illettrisme. On connaît le gagnant de la 20e édition de la Mini Transat Île de Guadeloupe. Il s'agit de Frédéric Denis, à 31 ans. Ce Trinitain a rallié Lanzarote à Pointe-à-Pitre en 12 jours, 19 heures, 2 minutes et 30 secondes. Il est arrivé au petit matin sur son proto Naughty Park. Anne-Elisabeth Artsen a recueilli ses premières impressions. À 5h12 et 30 secondes, Frédéric Denis passe la ligne d'arrivée située à la Pointe Verdure au Gosier. Devant un public essentiellement composé de passionnés et de la presse, c'est au Memorial Act que le skipper a retrouvé la terre ferme après 2 semaines en mer et une légère frayeur à l'approche des côtes de Saint-François. J'ai entouré la quille dans un casier, et c'est vrai que direct j'ai percuté, j'ai affalé le speed et tout, mais sans prévenir un peu les bateaux autour, donc c'est vrai que je me suis dit ça peut être dangereux, puis je savais qu'il y avait un peu d'avance, donc du coup j'ai affalé, j'ai réussi à quiller, à m'accrocher aux filières pour aller chercher le bout, le couper. Et puis après, même déjà sous GV Solent, j'en ai retapé un 3e. Quand une telle avarie arrive comme ça, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Un peu de frustration parce que dire là, mais bon, il n'y avait pas quelqu'un juste derrière, donc il n'y avait pas cette pression, donc ça allait. Et juste pas se blesser, pas faire de conneries. C'est vrai que sur le moment il y a colère, puis après ça s'est bien passé et ça s'est bien passé. Pour ça fini doucement, parce que c'est vrai que la traversée n'a pas été très reposante, on va dire. Gagnant de la 2e étape et donc de la Mini Transat Île de Guadeloupe 2015, le skipper de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan remporte ainsi sa première victoire pour cette compétition. C'est le leitmotiv du Mini, quoi. C'est la Mini Transat. Toutes les autres courses, on va dire, c'est plus des courses préparatoires, c'est des courses d'avant-saison. Alors c'est sûr, chaque course est une course, donc on la joue comme telle. Mais c'est vraiment, on va dire, le Graal de la série, quoi. C'est cette Mini Transat. Donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé le projet, c'est vrai que j'y ai toujours pensé, parce que j'ai toujours voulu préparer le projet pour ça, pour cette victoire. Mais objectivement, moi c'était surtout déjà de traverser, de me faire plaisir et voilà, tout s'est bien déroulé. Apparemment, j'ai mieux joué que les autres et je suis super content. Pourtant, lors de la première étape, il se classait 3e à 9h du premier, David Baudard sur Flexirub, qui a dû abandonner au début de la 2e étape. Les autres skippers sont attendus dans la nuit à la Marina Bas du Fort après 13 jours de course. Sauf avarie ou problème de dernière minute, l'arrivée des 2e et 3e, Michele Zambelli et Luc Berry, est imminente. Et justement, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Michele Zambelli était arrivé. Il est donc 2e de cette Mini Transat. Et concernant le seul Guadeloupéen engagé dans cette course, Carl Chipotel, dans la catégorie série, il a encore 600 000 à parcourir. Il est 20e. Il pourrait franchir la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité. Dans notre grande région de la Caraïbe, Karine Gelman nous parle d'un scandale Volkswagen au Brésil, de la démission surprise du président de la Fédération colombienne de football, mais aussi d'un partenariat entre une entreprise guadeloupéenne et Saint-Kitts. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, l'autre scandale Volkswagen, le constructeur automobile allemand emporté par un scandale lié au trucage des données d'émissions polluantes de quelques 11 millions de véhicules, fait actuellement l'objet au Brésil d'une enquête pour responsabilité de crimes contre l'humanité. Le groupe allemand, présent au Brésil depuis plus de 60 ans, est accusé d'avoir collaboré aux persécutions et aux tortures lors de la dictature militaire brésilienne qui a sévi de 1964 à 1985. Selon la Commission nationale de la vérité, le groupe allemand aurait collaboré avec la police militaire brésilienne en donnant les noms de salariés potentiellement perturbateurs au service de l'ordre de l'État ou supposés membres du Parti communiste. Charge ensuite aux policiers de les arrêter et de les torturer.
Le groupe allemand, contacté par plusieurs médias internationaux, n'a pas souhaité répondre et diligente une contre-enquête au Brésil. Colombie, démission surprise. Luis Bedoya, le président de la Fédération de football colombienne, a contre toute attente présenté sa démission lundi, expliquant sa décision par des raisons personnelles. Luis Bedoya présidait cette fédération depuis 2006. Il était également l'un des 11 membres du comité exécutif de la Confédération sud-américaine de football. Cette démission intervient 2 semaines après celle du comptable de la fédération et de manière plus générale dans le contexte de corruption qui secoue la Fédération internationale de football. Sur les 14 responsables accusés de fraude par les États dans le cadre de ce dossier de corruption, 8 sont originaires d'Amérique latine. Saint-Kitts, partenariat guadeloupéen. Terranov, la société d'ingénierie et de services d'énergie nouvelle et renouvelable basée en Guadeloupe, a récemment commencé ses exercices d'exploration géothermique à Saint-Kitts. 5 géoscientifiques sont actuellement à Saint-Kitts pour mener des études de faisabilité en géophysique, géologie et en géochimie. Le président de Terranov, Jacques Chouraki, informe que les perspectives géothermiques de Saint-Kitts sont prometteuses. Jan Liebert, ministre des Infrastructures publiques kittisiennes, déclare « Les coûts de combustibles fossiles sont très exorbitants. Si nous voulons continuer notre développement et si nous voulons assurer notre croissance économique, nous devons adopter une politique d'énergie renouvelable car nous sommes bénis par le soleil et nous sommes bénis avec le vent et nous disposons de 2 volcans. » Le ministre des Infrastructures de Saint-Kitts, qui est ingénieur de profession, a déclaré que l'énergie géothermique, qui est présente dans les sols kittisiens, entraînera une baisse des coûts de production d'électricité qui se répercutera sur le consommateur final qui paiera moins cher son électricité. On va reparler de sport, J-1 avant le 7e tour de la Coupe de France de football. Le CSM affrontera l'équipe de Mulhouse, coup d'envoi du match demain à 10h, heure guadeloupéenne. De son côté, l'Étoile de Morne-à-l'Eau recevra demain à 15h aux Abîmes le club de l'UJA Maccabi. Les Mornaliens qui se sont entraînés aujourd'hui sur les hauteurs de Saint-Félix. Le reportage d'Éric Pommier. Loïc Labuty, capitaine de l'équipe de l'Étoile de Morne-à-l'Eau, a le pas déterminé. Demain, en effet, c'est le grand jour. Le 7e tour de la Coupe de France que l'équipe joue à domicile sous le terrain des Abîmes. L'adversaire à battre n'est autre que l'équipe de Maccabi, formation d'Île-de-France. Le capitaine sait qu'il y a une mission à accomplir, jouer son propre football sans laisser de place au hasard. Nous, on est une équipe nouvelle, mais bon, ce qu'on va retenir, c'est que demain, c'est un match, c'est 90 minutes, voire 120 minutes et tir au but. Mais il n'y a pas de match retour. Pas comme en championnat où on a peut-être droit à l'erreur, même une fois. Non, là, c'est jouer son match à fond et essayer d'aller gagner. Malgré des résultats peu flatteurs en championnat, 3 matchs, 3 défaites, les Rouges partent le moral gonflé à bloc. Il faut vite penser les blessures psychologiques et physiques. La jeune équipe doit justement faire ses preuves sur un match d'une telle importance. Sur un match de coupe, tout peut se jouer sur un match de coupe. Comme on peut la gagner, comme on peut la perdre. Donc on joue à fond la compétition le demain. Étoile de Morne-à-l'Eau contre l'UJA Maccabi, l'affiche annonce le match de tous les rebondissements. Alain Vertot, c'est la rencontre difficile. Les joueurs, eux, sont fin prêts à briller à domicile. C'est un autre match, c'est une autre compétition. C'est une coupe, ça n'a rien à voir avec le championnat. Il faut vraiment se concentrer sur ce match. On nous met dans les conditions qu'il faut, on est dans des conditions qu'il faut. On a retrouvé notre soleil. Ces derniers jours, il y avait de la pluie, ce qui aurait été un autre match aussi. Mais on a le soleil. Dieu merci et j'espère que nous, on sera en forme physique et mentalement pour aller gagner ce match demain. C'est un match test et c'est un match aussi à gagner. Donc si on est arrivé jusqu'au 7e tour, c'est pour aller un peu plus loin. J-1, l'équipe a choisi un cadre reposant dans les hauteurs de Saint-Félix à Gosier pour se construire un mental de gagneur. Après le calme et la quiétude des lieux, demain, autre décor, 15h au stade des Abîmes. Au coup de sifflet, l'Étoile de Morne-à-l'Eau doit confirmer sa baraka, des grands rendez-vous footballistiques. Et en parlant de baraka, justement, la date d'aujourd'hui n'a certainement pas échappé aux superstitieux. Nous sommes le vendredi 13. C'est d'ailleurs le 3e et dernier vendredi 13 de l'année. Alors pour certains, ce jour est synonyme de poisse. Pour d'autres, au contraire, on en profite pour tenter sa chance au jeu de hasard, comme l'a constaté Richard Scott Tamar. Vendredi 13 novembre, une fois encore, des millions de joueurs vont tenter la fortune au loto, aux jeux de grattage, dans les casinos ou sur les hippodromes.
C'est tous les jours un jour de chance. Et monsieur? Oui, j'y crois, bien sûr, forcément, puisque je vais jouer et je vais gagner. Au courant, à ce qui paraît c'est un jour de chance, mais bon, on verra bien si aujourd'hui la chance me tombe par-dessus. Okay. Le vendredi 13, il y a une influence. Bon, je fais un petit loto, mais je pense que la chance, c'est tous les jours. C'est pas uniquement les vendredis 13. 25% de joueurs de plus en une seule journée. Cela devient une habitude pour ce buraliste. Dans son bureau de tabac, loto ou jeu de grattage, chaque vendredi 13, à la cote chez les joueurs, plus nombreux à tenter leur chance. Aujourd'hui, c'est effectivement spécial déjà pour nos clients parce que ce sont des personnes qui ont l'espoir de gagner des sommes en jeu qui sont beaucoup plus importantes que d'habitude. 129 millions à l'euro-million, ça fait déjà une belle somme, sans oublier l'euro-million, le code MyMillion à 1 million, pas 1 euro parce que... oui. Et donc le Super Loto aujourd'hui qui est de l'ordre de 13 millions, donc c'est vrai que ça fait courir les foules et ça nous fait courir également. Croire un sondage réalisé en 2009 par l'Institut TNS Sofres, 41% des personnes interrogées se déclarent superstitieuses et les femmes plus que les hommes. Alors vous ne gagnerez pas, juste parce qu'il n'y a qu'un gagnant et c'est certainement pas nous. On va parler de vos prévisions météo pour demain matin. Le soleil sera au rendez-vous. Il sera accompagné de quelques passages nuageux dans le sud Basse-Terre ainsi que sur l'archipel des Saintes et sur l'île de Marie-Galante. Les températures au réveil seront comprises entre 25 et 28 degrés. Avant de vous quitter, revenons sur ce drame qui se déroule en ce moment à Paris. Plusieurs fusillades ont éclaté dans le 10e arrondissement, mais aussi aux abords du Stade de France où se jouait le match France-Allemagne. Une prise d'otage est également en cours au Bataclan. Selon la préfecture de police, le dernier bilan fait état d'une quarantaine de morts. Certains médias nationaux annoncent d'ailleurs un bilan beaucoup plus lourd, des chiffres à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Un conseil exceptionnel des ministres se tient actuellement. Et sachez que le plan Rouge Alpha prévu en cas de multi-attentat a été déclenché par le président François Hollande. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. À 20h, vous allez retrouver votre émission hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Louis-Georges Tin, le président du CRAN. Du divertissement ensuite, puisque vous allez retrouver votre émission Incroyable Talent. Pour l'actualité locale et régionale, elle revient demain à 12h30. Ce sera en compagnie de Jean-Luc Icard. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end sur Alizé.